Huitième cours sur les structures juridiques des associations. Nous en sommes donc dans le comité exécutif. Je vous rappelle que vous avez une association, il y a des membres, mais l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême, va voter, va décider d'un certain nombre de personnes qui vont former un groupe, et ce groupe, c'est le comité exécutif. Ce sont les décideurs, avec un pouvoir évidemment limité. Ils ne peuvent pas se permettre de sortir des décisions de l'Assemblée générale, mais c'est eux qui vont amener en quelque sorte les décisions qui vont être prises en Assemblée générale à être exécutées. C'est pour ça que souvent on l'appelle un comité exécutif ou un conseil d'administration, c'est-à-dire qu'on va administrer l'association. C'est par ces personnes que pratiquement tout va passer. Les autres membres de l'Assemblée générale, eux, sont au courant en général au travers des assemblées générales de ce qui se passe précisément dans l'association. Donc en fait, ils sont là, mais ils ont un rôle bien moindre, ils font beaucoup moins de choses, d'accord ? Mais le comité exécutif, lui, il bosse. C'est lui qui va amener normalement la vision sous le leadership du visionnaire, donc à prendre tout son envol, d'accord ? C'est là où les choses vont se faire, c'est là où elles vont être exécutées, et elles devront être bien exécutées. Donc c'est pour ça qu'il vous faut de très bonnes personnes. Et les très bonnes personnes ne se trouvent pas en 2 jours. Elles se trouvent au fil des années. Elles se rôdent les unes avec les autres au fil des années. Chacun comprend. Dans un comité exécutif, eh bien, on doit comprendre le caractère du leader. Vous avez un leader au-dessus de vous et vous devez comprendre comment il fonctionne. Ce n'est pas à vous d'imposer votre mode de fonctionnement. C'est lui qui fonctionne d'une certaine façon et parfois il ne fonctionne pas d'une façon très bonne, entre guillemets. Des fois, il se trompe, des fois, il fait des choses maladroites. Alors, des fois, vous êtes là, en tant que membre du comité exécutif, et vous dites, waouh, mais moi, etc. Bon, et vous êtes en train de rouspéter, de râler un peu. Et puis, petit à petit, vous comprenez comment il fonctionne. Et puis, petit à petit, lui aussi grandit, il se corrige. On est ensemble pour grandir ensemble, d'accord ? Ça aussi, il faut le comprendre. Donc, il va falloir que vous mettiez un peu de temps, vous laissiez un peu de temps à votre leader de grandir. Okay, et le leader, lui aussi, doit comprendre que les gens du comité exécutif, ils doivent comprendre leur rôle, et parfois, ils ne comprennent pas bien au départ. Okay, donc, il va falloir expliquer, etc. Et petit à petit, eh bien, quand on a l'habitude de travailler ensemble, plus on travaille longtemps ensemble, plus les choses marchent correctement, plus c'est facile après d'aller très haut, très loin et très rapidement. Voilà. Donc, la structure juridique, à ce moment-là, devient un plus. Au départ, une structure juridique, c'est vraiment un boulet, je tiens à vous le dire. Quand vous êtes dans le ministère, que vous foncez avec la vision de Dieu, vous avez l'onction de Dieu, vous prêchez, vous développez, vous travaillez dur, 7 jours sur 7, 365 jours par an, etc., etc. Vous travaillez dur, et vous avez cette structure juridique qui tout le temps vous ramène vers le bas, Au début, c'est un peu ça. Et après, parce que vous n'avez pas encore les bonnes personnes, parce que vous n'avez pas encore mis en place, je dirais, votre façon de fonctionner, parce que vous n'êtes pas habitué à faire ces choses. Et petit à petit, au fil des années, c'est le contraire qui va se passer. Cette structure juridique, si vous savez l'utiliser, va devenir un immense plus. C'est-à-dire que quand le Seigneur commence à vous parler, quand vous voulez prendre des décisions sur quelque chose, tac, directement, vous savez à qui vous adresser. Vous avez les bonnes personnes juste à portée de main. Vous dites, voilà, on va faire ça bientôt. Je sens que le Seigneur nous amène dans cette dimension-là. Donc, il faut se préparer. On va dire, ok, pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous voyez, ils sont là, ils sont prêts. Ils savent comment vous fonctionnez. Et d'un seul coup, vous dites, toi, tu vas te préparer ça pour les finances, toi, tu vas préparer ça pour le juridique, toi, tu vas préparer ça pour l'administration, et puis les gens se mettent en place. Ils bossent, et vous faites un travail ensemble, et pouf, vous allez très haut. Vous voyez ? Donc, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Une vraie association chrétienne doit fonctionner comme ça. Et croyez-moi, avant d'en arriver là, il y a beaucoup de travail. Mais il faut savoir le faire. Et ça, c'est le boulot du leader. Si le leader ne se prend pas en charge, le leader va faire des erreurs. Mais il doit comprendre comment récupérer ses erreurs et il doit tirer des leçons de ses erreurs. Et à ce moment-là, aller plus haut à ce moment. Vous voyez ? Et quand il comprend comment ça fonctionne, après, tout se met en place, le rodage est fait et c'est bon. C'est comme je vous dis, une voiture neuve, on la rôde. Et au bout d'un moment, elle est rodée, vous pouvez l'utiliser à son plein potentiel. Au début, si vous commencez à vouloir rouler très vite, à faire monter le moteur à un régime extrêmement élevé, eh bien, vous risquez de l'abîmer. Voilà. Et c'est la même chose pour des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Donc petit à petit, on apprend. Alors, on avait vu le rôle du représentant légal. Bon, d'abord, bien sûr, définir. On avait vu de définir la composition du comité exécutif. Et je vous ai dit, représentant légal ou président, visionnaire obligatoire, vice-représentant légal, ou vice-président, trésorier, secrétaire, c'est bien, hein, c'est en général ce qu'on conseille. On peut limiter, on peut faire qu'un seul poste entre le trésorier et le ou la secrétaire. Ça arrive ou ne pas avoir de vice-représentant, mais bon, en général, on met ces 4 personnes. Et très souvent, en tout cas, moi je conseille très fortement de mettre le conjoint ou la conjointe en tant que membre permanent non éligible du comité exécutif. Comme ça, il y a 2 personnes qui sont là non éligibles et ça permet d'avoir d'autres personnes qui sont là pour entourer la vision du visionnaire et du conjoint ou de la conjointe, puisque, rappelez-vous, la famille est impliquée dans le ministère
ministère. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, je vous ai montré que le représentant légal, lui, c'est le visionnaire non élu, hein, bien sûr. C'est lui qui va diriger, ça c'est clair, mais il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il comprenne comment diriger selon le cœur de Dieu. Il amène la vision que le Seigneur lui a donnée, parce que le Seigneur lui a donné une vision, et c'est lui qui doit l'amener à sa matérialisation. Donc il a besoin d'une équipe autour de lui, et cette équipe doit être bien formée, mais il doit comprendre son rôle aussi. D'accord? Alors, je vous ai montré qu'il faut rapidement y mettre quelqu'un si jamais il a un problème pour la succession. Ensuite, on a vu que son rôle est très important. Il représente l'association, il représente le ministère vis-à-vis des autorités, donc vis-à-vis des tiers aussi, bien évidemment. Une banque, on demande le représentant légal. C'est lui qui donne les pouvoirs de signature. Donc il ne doit pas faire n'importe quoi. Il y a quelque chose à signer pour acquérir une propriété, eh bien ça passe par celui qui représente l'organisation, soit le président, soit le représentant légal. Ça peut être la même personne avec un titre différent, je vous rappelle. Donc tout cela, évidemment, ça va être décidé en Assemblée Générale, mais lui, il représente. Ok. Alors vice-représentant. Le vice-représentant, il a un rôle de suppléance. Et ça doit être vraiment quelqu'un qui aide. Et je conseillerais particulièrement le vice-représentant légal dans une vision, c'est bien que ce soit un juriste. C'est ce qu'il y a de mieux. Imaginez-vous, vous êtes à la tête d'un ministère, vous avez une vision, et juste à portée de la main, vous avez un juriste ou une juriste. Ça, c'est très précieux. Si vous avez un bon juriste ou une bonne juriste chrétien ou chrétienne, qui est vraiment loyal et fidèle, qui est prêt à vous aider, amenez-le dans votre comité exécutif. Parce qu'avoir un juriste ou une juriste à portée de la main, c'est très simple, très facile. Comme ça, quoi qu'il se passe, vous avez quelqu'un qui va vous donner des conseils juridiques directement. Et qui comprend parce qu'il est dans la vision. Vous l'avez amené dans votre vision, c'est quelqu'un qui est fidèle et loyal et qui est compétent. Rappelez-vous, les deux choses importantes. Le caractère est quelque chose d'important, fidélité, loyauté, ok, à la vision, au visionnaire, ok, mais aussi la compétence. Si vous avez un vice-représentant ou une vice-représentante qui est juste là pour avoir un titre, je suis vice-représentant, machin truc, et qui est complètement incompétent, ça ne vous sert à rien. Vous avez besoin de gens autour de vous qui ont des compétences, qui ont des qualités, qui connaissent quelque chose. Et le mieux ici, c'est d'avoir un juriste. En tout cas, moi, c'est ce que je conseillerais très fortement. Comme ça, la moindre chose que vous avez à faire, la moindre lettre qui doit être écrite avec la touche du juriste, parce que vous avez affaire à des tiers. Vous allez négocier des contrats. Donc si à chaque fois vous êtes obligé d'appeler un avocat, d'abord ça va vous coûter cher, d'autre part l'avocat il n'est pas forcément sauvé, ou s'il est sauvé peut-être qu'il ne comprend pas bien, ou peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas très discret, etc. Alors ça vous pose des problèmes. Donc le mieux c'est d'avoir un juriste à portée de la main. Si vous avez ça, c'est le meilleur. En tout cas c'est vraiment le conseil que je donne pour moi, d'avoir ce genre de personne tout à côté de soi. D'accord? Alors bien sûr, quand il y a un problème sérieux, bien lui il est là et il supplée, mais là encore il faut faire attention, il faut lui donner une responsabilité limitée. Par exemple, si vous êtes absent du territoire, pour raison de voyage ou autre, hein, je vous rappelle, vous vous rappelez ce témoignage entre guillemets de ce pasteur américain qui est parti avec sa famille en vacances, hein, et puis il s'est retrouvé, eh bien, la porte était fermée, les serrures étaient changées. D'accord? Il n'a pas pu rentrer à nouveau dans son ministère. Parce qu'il y avait des gens qui avaient un pouvoir, qui ont réussi à le mettre dehors. Oui, et ça arrive, malheureusement. Donc, il faut tristement mettre un certain nombre de choses dans votre règlement d'ordre intérieur. Comme ça, vous ficelez ça avec des textes. C'est pas soupçonner le mal. C'est se sécuriser. C'est pas la même chose, d'accord? Il faut comprendre qu'il y a une différence entre soupçonner le mal et se sécuriser juridiquement. Okay? On se sécurise avec des textes, comme ça on est tranquille. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, il y a un problème, quel qu'il soit, vous avez un texte pour dire non. On a dans notre règlement d'ordre intérieur telle ou telle chose, d'accord? C'est bien, normalement ça ne devrait même pas exister, mais tristement il faut se sécuriser, d'accord? Et si vous ne le faites pas, tôt ou tard vous aurez des ennuis, ça je tiens à vous dire, ça arrive malheureusement, d'accord? Alors, si par exemple vous êtes absent du territoire et qu'il y a un problème dans le ministère, je ne sais pas moi, le décès du trésorier par exemple, comment on fait? Et vous êtes parti pendant un mois. En général, il vaut mieux éviter de partir trop longtemps. Si vous êtes en charge d'un ministère, il faut que vous soyez régulièrement dans votre ministère. La plupart des pasteurs que je connais ne partiront jamais plus de 2 week-ends. Parce que ce n'est pas conseillé de partir pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que l'association continue à tourner. Il peut y avoir des incidents, ou il peut y avoir des choses, et puis vous êtes là, votre ministère, Dieu vous a placé dans un endroit géographique, d'accord? Donc en général, le mieux, il y a des pasteurs qui ne partent pas plus d'1 week-end. Je trouve que bon, c'est un petit peu excessif.
Mais 2 week-ends, voire 3 week-ends, c'est vraiment un maximum, d'accord? Mais il peut y avoir un cas d'extrême urgence. Alors, qu'est-ce que le vice-représentant doit faire? Quels sont ses pouvoirs, ses compétences? Il faut les noter quelque part, dans le règlement d'ordre intérieur, justement. D'accord? Donc, par exemple, vous dites, il peut tenir une réunion de comité exécutif et ou d'assemblée générale, mais, ce qui est bien, et ce qu'il faut faire, c'est, il faut qu'il y ait une approbation de l'ordre du jour qui sont envoyés par fax ou par email de la part du représentant légal qui est à l'extérieur. Par exemple, il y a un petit problème, une crise quelconque, ou un dossier qui n'est pas réglé et qui, d'un seul coup, doit être réglé alors que vous êtes absent. S'il y a besoin de convoquer le comité exécutif ou de prendre des décisions, on doit vous notez ça dans votre règlement d'ordre intérieur, qu'on doit vous en faire part, vous demander l'autorisation, d'accord? Et ça doit se confirmer soit par email, soit par fax. C'est-à-dire vous dites, voilà, je donne l'autorisation au vice-représentant légal de tenir ce comité exécutif seulement pour telle ou telle raison. Voilà, vous précisez. Comme ça, vous êtes couvert. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut, votre vice-représentant légal, ne peut pas faire des choses sous votre dos. D'accord? Ah, il était absent du territoire. Parce que, rappelez-vous que vous avez une compétence en tant que représentant légal quand vous êtes sur le territoire. S'il y a un problème qui survient, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous supplée, c'est le rôle du vice-représentant normalement, en tout cas dans ce domaine-là, mais il faut que ce soit sous votre contrôle. Sinon, il peut y avoir des choses, si la personne est mal intentionnée et que d'un seul coup ça se révèle, eh bien vous vous retrouvez avec des ennuis. La personne commence à prendre des initiatives que vous ne lui avez pas données, ou alors elle peut faire une erreur avec laquelle vous n'êtes pas du tout d'accord. Et elle a un pouvoir légal de le faire, s'il n'y a rien d'écrit. Vous voyez? Donc il faut quand même limiter son rôle, c'est très bien, d'accord? Moi je vois surtout dans un vice-représentant légal, bon cet aspect si vous êtes absent du territoire c'est une chose, mais surtout comme je vous disais, un rôle de conseiller particulièrement juridique, particulièrement, franchement. Pour moi ça devrait être ça, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses, c'est important. Alors le trésorier maintenant. Le trésorier, c'est difficile d'être trésorier dans une vision. Je tiens à vous le dire. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le trésorier, normalement, c'est celui qui va signer les chèques, c'est celui qui va autoriser les dépenses, etc. Bon, mais un trésorier, c'est quelqu'un qui est normalement bénévole. Donc il ne peut pas être... Vous voyez, c'est là le problème souvent. Dans un ministère, plus le ministère grandit, plus vous êtes obligé d'avoir des employés, vous êtes obligé d'avoir un staff administratif. Bon, et vous êtes là parce que vous êtes le pasteur, vous êtes le représentant légal, vous êtes visionnaire. Vous ne pouvez pas, votre trésorier, votre trésorière, elle a un boulot, il a un boulot. Donc, ils sont quelque part occupés la journée. Et en général, si vous voulez des gens brillants autour de vous, c'est des gens qui auront des bons postes. Et des gens qui ont des bons postes, vous ne pouvez pas leur dire à 10h15, écoute, voilà, il y a un chèque à signer, il faut que tu viennes tout de suite dans les 5 minutes. Parce que la personne, elle est à son boulot. Donc, évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes. Alors, il faut limiter. Le mieux, comme on verra, c'est de mettre une sorte de comité de gestion. Alors, plus ou moins, ça dépend, ça peut marcher plus ou moins, on verra, on va en parler au niveau des finances. La confiance est quelque chose d'important, mais la confiance, ça se crée pas du jour au lendemain, ce n'est pas quelque chose qui se crée avec la position. Ça se crée quand on a l'habitude de travailler ensemble. Voilà. Et c'est clair que dans un ministère, il doit y avoir de la confiance tout en ayant une sécurité. Voilà. Mais il doit y avoir un élément de confiance. Mais dans la sécurité. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, c'est dangereux. Et s'il n'y a pas de confiance, c'est pas bon non plus. Si vous êtes obligé de passer par 3 ou 4 signatures à chaque dépense que vous faites, mais vous êtes foutu. Vous n'allez jamais avancer. Votre structure est en train de vous freiner. Et ça vous pose des problèmes. Vous ne pourrez jamais avancer. Un visionnaire, lui, il est toujours 10 km avant les autres. C'est comme ça, on fonctionne comme ça. Dans le visionnaire, moi je suis toujours en train de penser 10 km, 100 km, 1000 km, 10 000 km devant l'état par rapport où on en est. C'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne un visionnaire. C'est quelqu'un qui toujours se dit, il y a ça, non, mais c'est ça, à ça que je pense. C'est là où on doit aller. C'est comme ça que ça fonctionne. Un leader, c'est comme ça. Et lui, il est toujours dans ses rêves. C'est obligatoire. Il n'est pas dans la réalité. Un visionnaire fonctionne toujours avec ses rêves. Donc évidemment, il faut que la machine avance. Si la machine est tout le temps freinée par des procédures administratives qui sont trop lourdes, c'est une catastrophe. Maintenant, s'il n'y a aucune procédure administrative, c'est dangereux. Et le trésorier doit comprendre son rôle. Le trésorier, c'est quelqu'un d'abord qui doit être un professionnel de la finance. Ça, c'est important.
Ça, c'est important. Ça doit être un professionnel. C'est quelqu'un qui est capable de vous sortir un bilan. C'est quelqu'un qui est capable de vous mettre un système comptable en place dans votre association. C'est quelqu'un qui est là, qui doit être capable de faire un peu l'office du DRH, c'est-à-dire de celui qui va recruter et qui va vous dire non, non, bon, nous, voilà, voilà ce qu'on fait d'habitude. En fait, en quelque sorte, vous devez avoir un professionnel qui vient et qui vous dise, bah écoute, voilà, il faut pouvoir, bon, on veut embaucher quelqu'un, ok, bon, bah je vais, vous lui demandez, bon, écoute, tu ne peux pas écrire, comment dire, tu ne peux pas écrire le profil de poste, et puis la personne vous fait ça professionnellement. Parce que vous êtes pasteur, vous n'avez pas le temps de faire ça. Et pourtant, il faut un profil de poste, il faut des procédures de recrutement, il va falloir signer un contrat de travail. Bon, le juriste va faire sa part, mais souvent le trésorier aussi doit rentrer là-dedans. Vous voyez? Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut faire. Et vous, en tant que pasteur, d'abord, vous n'avez pas trop le temps de faire ça. Pourtant, vous allez être obligé d'apposer votre signature sur ces contrats-là, parce que vous représentez l'organisation. Parce que si vous voulez avoir un administrateur, ce n'est pas au début du ministère que vous allez avoir un administrateur, parce qu'un administrateur, un vrai administrateur, ça coûte cher, très cher. Après, c'est sûr, si vous avez un ministère avec des millions et des millions de dollars, c'est très facile d'avoir du bon personnel que vous payez très cher. Par exemple, dans l'église de Joel Osteen, ils se sont payés, quelqu'un, je crois que c'est l'administrateur, si mes souvenirs sont bons, c'était quelqu'un qu'ils ont débauché d'une des plus grandes organisations des États-Unis. Mais je ne vous dis pas le salaire. Toujours pareil. Il n'y a pas de secret. Les personnes très compétentes se payent cher. Si vous voulez du personnel de paysans, ça ne se paye pas. Mais vous aurez une organisation de paysans, excusez-moi l'expression. Donc de médiocres. Et soyons clairs. Si vous voulez une organisation qui fonctionne bien, au bout d'un moment, il faudra recruter des gens, et ces gens-là se payent cher, de plus en plus. Et un administrateur, vous ne pouvez pas en avoir un du jour au lendemain, loin de là. Ça demande des années et des années, et vous devez être assez haut financièrement pour vous payer un administrateur et vous décharger complètement de tout ce qui va être l'administration, juridique, finance, et vous exercez pleinement votre ministère. Mais au début, vous êtes obligé de travailler avec des gens qui sont volontaires, donc de les faire venir à certains moments, ils vous rédigent un truc. Donc vous avez besoin de gens très compétents autour de vous, et qui sont là, et qui peuvent vous aider à certains moments, qui vont être disponibles, qui vont gérer leurs priorités en disant, moi, je suis disponible pour ça. Et qui vont vous donner une soirée, qui vont vous donner un dimanche après-midi, et pourtant ils ont une famille, qui vont vous donner un morceau de samedi après-midi, et c'est pas facile, qui vont vous donner un moment dans la journée, ils vont réussir à se libérer pendant une demi-heure, ou pendant une heure de déjeuner, ou etc. Donc ce sont des gens comme ça qu'il vous faut. Donc ils vont vous donner un morceau de leurs compétences à chaque fois, vous voyez. Alors vraiment, le trésorier doit comprendre comment une église fonctionne, parce qu'il n'a pas appris ça à l'école. À l'université, on ne lui a pas dit, eh bien écoutez, voilà, l'église locale fonctionne, les rentrées principales d'une église locale, c'est les dîmes et les offrandes. Non, il n'a pas appris ça, il n'a eu aucun cours là-dessus. Ok? Ils ne sont pas habitués du tout, ils ne sont pas formés. Donc c'est vous qui allez expliquer comment les finances fonctionnent. Bon, c'est quelqu'un qui doit être capable de vous faire des bilans. Comme je disais, de vous mettre tout un système comptable. De vous faire aussi les rapports financiers. Parce que dans vos assemblées générales, rappelez-vous, il y a des rapports financiers. Il faut vous faire, première assemblée générale, nous l'avons vu, on fait un rapport financier de ce qui s'est passé l'année précédente, et c'est le trésorier qui présente ça. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre boulot. Le trésorier présente ça. Et il doit savoir de quoi il parle. Parce qu'il va y avoir des questions de la part des membres. Donc, régulièrement, il doit venir dans votre association et jeter un coup d'œil. Travailler avec le ou la comptable. Ou le ou la chef comptable. Si vous avez vraiment un service de comptabilité que vous êtes déjà bien développé. Et le trésorier, lui, il va jeter un coup d'œil là-dessus. Et il va affiner les systèmes comptables de l'association. Parce que c'est très particulier. On verra, vous aurez un petit cours là-dessus. Un plan comptable typique d'une église. Ça, vous ne l'apprendrez pas non plus à l'université en faisant un master en business administration. Parce que c'est typique à l'église. Voilà. Bon. C'est tout à fait typique. Il y a certains comptes qu'on crée volontairement, etc. etc. D'accord? Parce que ça correspond à l'église locale. Donc, le trésorier, lui, il doit naviguer dans les finances. Il doit être là aux assemblées générales. Il doit fournir les rapports. Donc, il va faire du travail. Et franchement, le travail du trésorier, c'est un gros travail au niveau, de la préparation des budgets. Alors, vous devez le rencontrer assez régulièrement, préparer les budgets, etc., 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 mettre les systèmes de contrôle de gestion avec lui, etc., etc. Parce que vous ne pouvez pas vous payer des professionnels pour faire ça, parce que ça coûte cher. Ça coûte cher et vous n'avez pas les moyens encore. Ce n'est pas votre priorité. Votre priorité, c'est de prêcher l'évangile. Votre priorité, c'est d'acheter des chaises. Votre priorité, c'est d'acheter de la sonorisation.
Votre priorité, c'est d'acheter quelques véhicules pour rouler correctement. Votre priorité, c'est de payer les factures. Votre priorité, c'est pas de dépenser 2, 3, 4, 5, 6 000 dollars pour avoir un super gros professionnel qui vient vous mettre tout un contrôle de gestion en place. Parce que vous avez 3 ou 4 employés. Non. Vous n'avez pas dépensé autant d'argent. Donc vous avez besoin de quelqu'un qui sache se débrouiller d'abord et vous mettre en place déjà une première structure. Le jour où vous avez un très gros ministère, là, vous amenez des personnes qui vous payez cher et qui vous mettent un truc beaucoup plus élevé, beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus étoffé. Mais au début, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et pourtant, il faut le faire. On verra qu'une comptabilité, c'est indispensable à mettre en place. Un bilan, c'est obligatoire. Si vous voulez faire un prêt à la banque, le banquier ne marche pas par la foi. Il marche par la vue et par les flux. Il marche par bilan, il marche par audit. Il connaît que ce langage-là. Vous lui parlez de la foi, vous lui parlez de Jésus, mais lui, il dit, moi, je veux bilan, audit et flux. C'est tout. Il veut voir combien vous pesez en or. C'est ce qui l'intéresse. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Même si les chrétiens, il vous dira, ok, mais il me faut un dossier. Et si vous n'avez pas un bon trésorier qui est capable de vous faire tout ça, et que vous n'avez pas une historique qui se crée au niveau de vos comptes, eh ben, le jour où vous allez voir un banquier, il vous dira, oui, on va vous donner 0 plus 0 égale 0. Donnez-nous votre argent, déposez, ça nous intéresse. Mais les prêts, vous n'aurez rien du tout. Et c'est normal. Parce qu'une église, c'est fragile pour eux. Vous savez, un banquier, c'est ce qui est le plus terrible. Le banquier aime votre argent et il aime prêter votre argent aux autres avec des intérêts. Les intérêts, dans la Bible, ça veut dire, dans l'hébreu, c'était se faire mordre. Les banquiers, ce sont des gens qui ont les dents longues. Mais sérieusement, ils aiment les dépôts, mais ils n'aiment pas beaucoup prêter à des ministères. C'est très difficile de créer une relation de confiance avec un banquier. C'est pour ça que vous avez plutôt intérêt à démarrer avec un bon système de gestion et à prouver que vous fonctionnez en quelque sorte, votre association doit fonctionner comme une petite entreprise, voilà, bien organisée. Si vous arrivez à faire ça administrativement et financièrement, ça vous aidera énormément. Donc voilà, donc le trésorier, lui, il va être là, il va contrôler. En fait, il a le nez pour savoir. Comme il n'est pas là sur place tous les jours, il vient régulièrement et il jette un coup d'œil. Qu'est-ce qu'il y a eu? Comment le ou la comptable, le chef comptable ou la chef comptable a travaillé? Comment ils ont rentré les opérations, les entrées, les sorties? C'est pas compliqué. On verra qu'une comptabilité d'église, c'est très simple. Il y a des entrées, il y a des sorties. C'est pas compliqué. Mais au moins qu'il y ait une certaine vérification, qui jette un coup d'œil sérieux, parce que le trésorier est responsable. S'il y a un problème de détournement de fonds dans votre association, vous serez convoqué au tribunal, et la deuxième personne qui sera convoquée au tribunal, c'est le trésorier. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de trésoriers en prison. Non, je blague, mais sérieusement, vous savez, c'est une position délicate. Et la position délicate du trésorier aussi dans une vision, c'est que le pasteur, le visionnaire, il veut avancer. Donc, il faut y aller et il faut que les choses avancent. S'il y a des choses à acheter, on ne peut pas faire un comité exécutif tout le temps pour le moindre micro qu'on veut acheter. Si pour un micro, vous faites un comité exécutif et vous faites une assemblée générale, mais je ne sais pas comment vous allez vous en sortir quand vous allez acheter 1000 chaises, parce que pour acheter 1000 chaises, il va falloir faire 1000 comités exécutifs et 1000 assemblées générales. Entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas possible de gérer ça comme ça. Sinon, on ne s'en sort pas. Donc, le trésorier, lui, il doit être régulièrement informé des décisions que le visionnaire veut prendre. Et il doit les suivre. Okay, donc ça, il doit l'accepter. Donc c'est pas facile pour lui, parce que parfois, c'est des moments qui sont, je dirais, pour un trésorier, il y a une confiance qui doit se créer, une confiance qu'il est là, il représente vraiment l'aspect financier de l'association, mais il doit comprendre aussi qu'on a un budget, d'accord. Des fois, c'est vrai qu'on dépasse un peu les budgets parce qu'on va plus vite et parce qu'on a des opportunités aussi. Des fois, vous avez des gens, ils vous vendent du matériel de sonorisation à un prix cassé. Ben, il faut se dépêcher de l'acheter, parce que sinon, il y aura quelqu'un qui va l'acheter dans la journée. Donc, il faut savoir donner quelques coups de téléphone, il faut qu'il y ait une confiance qui se crée, paf, vous faites l'affaire. Sinon, tout va vous passer sous le nez. S'il faut que vous attendiez 2 semaines avant de passer, il y a une bonne affaire qui se présente, vous attendez 2 semaines parce qu'il faut convoquer une assemblée générale, etc., mais vous n'allez jamais vous en sortir, vous allez mourir avec ça. Vous voyez, c'est là où la structure juridique est vraiment pesante. Et c'est pour ça que vous devez avoir des gens qui ont confiance en vous et avec lesquels vous travaillez. Et parfois, vous allez un peu plus loin que certaines décisions, il faut le dire, ça c'est clair. Alors, secrétaire doit participer activement, ça c'est clair, hein, au niveau du comité exécutif. C'est un rôle qui est quand même bien moindre, c'est vrai, mais c'est un rôle quand même qui est important et que la personne doit comprendre. Secrétaire. Alors évidemment,
il faut lui expliquer ce qu'elle fait. Parce que souvent, ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. C'est parce que souvent, les secrétaires sont un peu gênés. On dit, je suis secrétaire du ministère, machin truc, bon d'accord, mais il y a quand même un rôle important, c'est surtout le rôle des procès verbaux. Ça, c'est important. Et ça doit être quelqu'un qui doit être ordonné et discipliné. En fait, le ou la secrétaire, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tous les PV. Bien sûr, il aide à la décision dans le comité exécutif. Ça, c'est clair. Donc, aide à la décision dans le comité exécutif. C'est un membre du comité exécutif. Mais principalement, il ou elle prend les procès verbaux, c'est-à-dire les assemblées générales, et ceux des comités exécutifs, bien sûr, hein, puisque le représentant légal convoque des comités exécutifs pour faire avancer les choses, pour mettre en place les décisions qui ont été prises en assemblée générale. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que très souvent, donc le ou la secrétaire donc, prend ses PV, les écrit, les transmet au représentant légal. Il y a aussi tout un tas de classements. Le classement, ça fait partie aussi de son rôle. Le classement de la représentation légale. Le classement de l'association. D'accord? Là, on ne parle pas de choses spirituelles. On parle tout ce qui a été fait en assemblée générale, tout ce qui a été décidé, les comptes, tout ça. Tout ce qui a été présenté, ça, c'est le rôle du secrétaire ou de la secrétaire. Là, on ne parle pas du staff, on ne parle pas du secrétaire ou de la secrétaire de l'église. Hein. On parle du secrétaire ou de la secrétaire de l'association. Ok, c'est pas la même chose. Hein. Ça n'a rien à voir avec le secrétaire du staff ou la secrétaire du staff de l'église ou de l'institut ou d'un projet X ou Y. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est le secrétaire ou la secrétaire de l'association. Donc, la personne est dans le comité exécutif et la personne s'occupe de tout ce qui va être dit, être fait, et note. Mets ça proprement, rédige proprement. Et puis après, on va signer ça. Les membres aussi, le comité exécutif signe, etc. etc. D'accord? Il y a tout un classement qui est fait. Donc c'est une personne, comme je vous dis, qui doit être ordonnée. Ok? Alors, vous pouvez mettre des délais, vous pouvez lui imposer toutes sortes de choses, etc. etc. Alors, aussi, le membre permanent ou membre permanente, ça dépend si c'est époux ou épouse. Donc ça aussi, c'est une personne qui est là. Et évidemment, c'est quelqu'un de votre famille et qui est là et qui fait partie de la vision, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est non éligible. Alors, les attributions du comité exécutif, maintenant qu'on a vu les rôles de chaque membre. Alors, souvent, dans vos statuts, vous aurez un article en général, hein. C'est pas toujours comme ça, mais c'est très souvent comme ça. Le comité exécutif, conseil d'administration ou le bureau est l'organe qui a des pouvoirs, donc les pouvoirs les plus étendus sur la gestion et l'administration, d'accord? En général, c'est ça. On lui donne des pouvoirs sur la gestion et l'administration, donc juridique, financier, social. Alors, l'élection. Donc pour les membres qui sont élus, bon, il y a des élections, il faut préciser. Rappelez-vous, il y a quand même ce caractère démocratique de l'association. Donc vous expliquez les modalités d'élection. Hein. Par exemple, les membres sont, pour ceux qui sont éligibles, bien sûr, c'est-à-dire vice-président, trésorier, secrétaire, eh bien, par exemple, vous pouvez leur donner des mandats de 5 ans. C'est bien. 5 ans, je trouve que c'est bien. 3 ans ou 2 ans, je trouve que c'est trop court. 5 ans, renouvelable. D'accord? C'est pas comme les présidents de la République. En général, dans les constitutions, c'est pas plus de 2 fois. Mais là, nous ne sommes pas dans les gouvernements. Nous sommes simplement dans une association. Donc, vous mettez rééligible. Comme ça, si c'est quelqu'un qui vous plaît, qui marche bien, qui comprend bien, eh ben, gardez-le jusqu'à la fin de vos jours. C'est mieux. Avoir quelqu'un avec qui vous avez bien travaillé pendant 20 ou 30 ans, c'est mieux. Si vous avez été haut et que vous arrivez à développer énormément, que c'est quelqu'un qui comprend très bien comment vous fonctionnez, c'est quelqu'un qui doit rester dans votre entourage. Les bonnes personnes, il faut leur laisser toutes les portes ouvertes pour qu'ils restent proches de vous. C'est les mauvaises personnes à qui il faut fermer les portes. Vous voyez, donc dans une association, c'est comme ça. Il faut régir juridiquement de telle façon que les bonnes personnes, elles puissent être là et demeurer autant de temps qu'elles pourront vous aider, être de bons conseillers, et vous pouvez faire beaucoup de chemin ensemble, et ensemble, vous aurez des récompenses au ciel, parce que elle vous aura aidé loyalement et fidèlement. Et toute personne qui est membre et qui crée du désordre, il faut avoir des moyens de l'écarter, et puis c'est tout. Si c'est pas quelqu'un qui est loyal à votre vision, il faut qu'elle parte. C'est terminé. Ça ne sert à rien d'avoir des gens qui sont autour de vous qui vous font la guerre. Non.
Vous avez une association, parce que vous avez une vision du Seigneur, il faut que ce soit des gens qui soient vraiment avec vous, et vraiment avec vous de tout cœur, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, qui soient avec vous. S'ils ne veulent pas être avec vous, il faut avoir les moyens de les faire partir, plutôt que d'avoir des coups d'État ou de tout ce que vous voulez, des histoires épouvantables et qui freinent tout, qui freinent la vision et l'association. D'accord? Donc les élections, ok, bon, c'est bien de faire ça à bulletin secret. Et aussi, ce qui est bien, moi je le dis franchement, il faut que le représentant légal propose des candidatures, c'est bien. Moi je trouve ça beaucoup mieux. Il ne faut pas que ce soit des gens qui soient là, vous êtes en assemblée générale, qui veut se présenter à la vice-présidence? Vous voyez, les gens commencent à faire des calculs où ils ont fait du lobbying. Non, non, ça c'est pas bon. Dans une association chrétienne, le mieux c'est que le visionnaire ait déjà parlé à un certain nombre de gens en disant tiens, je te verrais bien, est-ce que tu voudrais pas te présenter? J'aimerais bien que tu sois à mes côtés. Voilà. Le trésorier, voilà. Et puis ça se fait facilement, ça se fait simplement. Et puis on voit, de toute façon, Dieu va vous donner les bonnes personnes. Mais au bout d'un certain temps, je vous dis franchement, vous savez, Dieu teste beaucoup notre fidélité dans les relations. Et au bout d'un moment, il nous amène les bonnes personnes. Elles seront attirées surnaturellement. Et quand vous les avez, franchement, tout marche très bien. Ça coule tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer, de tirer, de dire tiens, peut-être qu'elle est en train de penser ça, ou ils sont en train d'essayer de raconter des histoires sur mon dos. Non, non, tout ça, non, ça n'a pas existé. Mais ça existera au bout d'un moment. Mais après, ça doit s'éradiquer, parce que les gens doivent comprendre ce que c'est qu'une organisation chrétienne. C'est pour ça que je vous fais ce cours-là, pour que si un jour vous êtes à la tête d'une association, vous avez un ministère, que vous puissiez enseigner les gens qui sont autour de vous, qui viennent vous aider. D'accord? Et si vous êtes un de ceux qui viennent entourer un leader, que vous connaissiez vraiment votre rôle, que vous ne fassiez pas n'importe quoi. Parce que parfois, on a vu des bonnes personnes qui se sont laissées corrompre dans leur cœur. L'ennemi a fait des pressions sur elles, et ces gens-là n'ont pas donné le meilleur. Et je trouve ça dommage. Et parfois, on a perdu des bonnes personnes, entre guillemets, de bonnes personnes, des personnes qui étaient bien, mais qui n'avaient pas compris. Et le problème, c'est que dans leur mentalité, il y a des choses qui se sont ouvertes, et comme il y avait des pressions du ministère, d'un seul coup, elles ont fait les mauvais choix, elles ont pris les mauvaises directions. Et parfois, ça arrive, et parfois, on perd ces gens-là, et c'est dommage. Mais bon, c'est la vie du ministère d'une manière générale. D'accord? Donc vraiment, c'est quelqu'un qui doit aider. Hein, chaque personne, ces personnes du comité doivent aider, ils doivent comprendre leur rôle. Et puis, il n'y a pas d'opposition. Il y a un rôle de conseil, il y a un rôle d'avertissement auprès du visionnaire en disant, écoute, franchement là, moi, bon, vraiment, je suis avec toi, je vote pour sans aucun problème. Mais franchement, je ne suis pas à l'aise par rapport à ça, je préfère l'exprimer. Que quelqu'un exprime quand il n'est pas à l'aise par rapport à une décision, c'est bien, c'est bon, ça vous donne une opinion. Maintenant que quelqu'un fasse une opposition latente, constante, c'est très mauvais, ou ouverte, c'est très mauvais aussi. Ça, ces gens-là, c'est pas bon, c'est des gens qui ont un mauvais cœur. Mais il y a des gens qui vous diront, franchement, pasteur, moi, dans cette décision, je ne suis pas à l'aise, mais c'est votre vision, je vous respecte, je voterai pour ça, sans aucun problème, je suis avec vous. Mais je ne suis pas très à l'aise. Voilà. Ça, c'est bien, au moins les gens sont honnêtes, ils vous le disent. Et des gens comme ça, on en a besoin. Vous savez, on n'a pas besoin de gens qui disent Amen à tout ce que vous dites. C'est pas bon, ces gens-là. Ces gens-là ne servent à rien. Il faut être clair. Il faut avoir des gens qui soient capables d'exprimer des opinions équilibrées. Et vous donner de bons conseils. Et il faut savoir vous dire, franchement, pasteur, là, je ne suis pas à l'aise, mais bon, je suis avec vous, donc je voterai sans aucun problème par rapport à ça, mais je ne suis pas certain que cette décision pourra être... ça sera peut-être difficile. On risque d'avoir des ennuis si on fait ça. Voilà, puis c'est tout. Ok. Bon, vous mettez les modes de réunion au niveau du comité exécutif. Hein. Ça, c'est bien. Alors, par exemple, vous faites ça 2 fois par an. Mettez pas trop. En tout cas, s'il y a dans les statuts quelque chose, faites attention. Si vous mettez 5 fois par an, ça vous fait des réunions des fois un peu plus de tous les 2 mois. Des fois, ça peut être gênant. Si vous mettez 10 fois par an, il faudra faire 10 fois des comités exécutifs. Et vous savez, dans la vie d'une association chrétienne, parfois il y a des moments où on a besoin de se réunir très souvent. Surtout quand il y a des décisions importantes qu'il va falloir prendre. Où on étudie, on se réunit, on voit, on discute. Après, on se retrouve plus tard parce qu'entre-temps, on a fait du travail sur le dossier, etc., etc. Puis petit à petit, on commence à mieux comprendre et à ce que la décision soit prise vraiment en pleine compréhension, vous voyez. Des fois, ça demande du temps. Donc, des fois, on va se réunir souvent, puis des fois, on ne va pas se réunir pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois. Parce qu'on n'a pas besoin de se réunir, parce que les choses tournent, parce que les choses sont mises en place. Quand on met en place les choses, souvent, on se réunit. Au bout d'un moment, ça coule assez facilement. On a moins besoin de se réunir, d'accord? Bon, souvent, on se réunit en comité exécutif quand on va préparer l'assemblée générale. Ça, c'est tout à fait typique. Comme on a 2 assemblées générales à préparer par an,
on se réunit au moins 2 fois par an. Mais bien sûr, on va se réunir à d'autres moments parce qu'il y a des décisions. Par exemple, si on veut changer de banque, eh ben, il faut faire un comité exécutif en général. D'accord. Si on veut faire telle ou telle chose, en général, il faut qu'on se réunisse. S'il y a une évolution sur un dossier, eh bien, sur lesquels on a pris une décision d'Assemblée générale, bah, il faut qu'on se réunisse. Voilà, parce que s'il y a une évolution, il va falloir qu'on réfléchisse sur ça. Il faut prendre la décision, rectifier le tir éventuellement, etc., etc. Alors, la tenue typique des réunions comment dire, de convocation. Bon, bah, c'est pareil, hein, vous mettez les modalités, c'est toujours par écrit. Hein. Si vous convoquez un comité exécutif en tant que représentant légal au président, eh bien, il faut faire une convocation par écrit. Hein. C'est un peu comme les assemblées générales, si vous préférez. Vous mettez un ordre du jour, etc., etc. Là encore, préparez les choses à l'avance. Voyez vos membres individuellement du comité exécutif, puis après, vous vous réunissez en comité exécutif. Ne convoquez pas un comité exécutif pour leur annoncer une nouvelle idée. Ça, c'est le genre de truc qu'il ne faut jamais faire. Non, il faut d'abord discuter à droite à gauche, tester la température, voir, demander des conseils, et après vous faites une réunion de comité exécutif. D'accord. Faites pas une réunion de comité exécutif en disant voilà, tiens, je passais par un endroit, j'ai vu un beau terrain, on va l'acheter demain. Non, les gens vont dire attendez, c'est où, pasteur? Ils ne savent pas, ils ne peuvent pas prendre une décision, ils ne peuvent pas vous aider. Ils n'ont aucun renseignement. Vous leur avez rien dit. Vous les amenez dans un comité exécutif avec un truc qui n'est pas préparé. Donc ça, c'est pas bon. Donc vous préparez tout, vous les voyez, vous les appelez, vous discutez, etc., etc. Et puis après, vous faites votre comité exécutif. Comme ça ne dure pas trop longtemps, c'est encore ciblé, etc. Comme les assemblées générales. D'accord. Alors, il y a aussi des choses que vous pouvez mettre. Hein. Je vous ai mis dans vos notes un certain nombre de choses à propos des gens. Je vous dis parfois, il faut encore, je vous dis, laisser ouvert la porte au maximum aux gens qui sont bien et fermer la porte aux gens qui font des histoires. Il y a des gens, par exemple, ils sont constamment absents au comité exécutif. Vous pensiez que c'était des gens, des bonnes personnes, loyales, etc., etc. Puis finalement, vous vous apercevez que ce sont des gens. Ils vous voient diriger, ça ne leur plaît pas au bout d'un moment. Ils pensaient que vous alliez leur donner une certaine position, parce que les gens, tristement, pensent toujours aux positions, la plupart du temps, quand ils n'ont pas un bon cœur. Puis le cœur se révèle. Hein. C'est comme, comment dire, une personne, vous voyez vraiment la relation qu'a une personne avec l'argent, non pas parce qu'elle est pauvre. C'est pas quand un pauvre peut pas, vous pouvez pas voir vraiment la relation qu'il a avec l'argent. Il faut de l'argent. Si vous lui donnez de l'argent, s'il a d'un seul coup une grosse somme d'argent, vous verrez qui il est réellement. On découvre les gens quand ils ont beaucoup d'argent. C'est la même chose quand vous donnez des responsabilités à quelqu'un. Des fois, vous sentez, vous vous dites, tiens, ça serait pas mal que telle personne ait la responsabilité. Et c'est seulement quand vous voyez la personne évoluer dans sa responsabilité que vous pouvez réellement voir qui est cette personne vis-à-vis de la loyauté, de la fidélité qu'elle vous porte et qu'elle porte à votre vision. D'accord. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok. Alors, donc, les déroulements, vous pouvez expliquer, vous dites, voilà, les comités commencent au plus tard 30 minutes après l'heure de la convocation, par exemple. Il y a un PV qui doit être signé. Les décisions sont prises avec la majorité des voix, etc., etc. Bon, toutes ces choses assez classiques que vous verrez. D'accord. Alors, vous pouvez aussi choisir de financer le financement de la représentation légale. Il y a certaines associations qui fonctionnent comme ça. Et il faut parfois expliquer un certain nombre de choses sur le financement. Bon, là je vais vous expliquer des associations qui grandissent beaucoup. Bon, tant que vous avez une association qui couvre par exemple une église et ou un autre département, bon, les choses sont assez simples. Après, par exemple, quand vous avez une dénomination, par exemple, souvent les pentecôtistes sont comme ça, comme ils sont là depuis maintenant très longtemps, en général dans différents pays du monde, ils sont sous forme de dénomination. Parfois, il y a des églises indépendantes qui créent un certain nombre d'églises. Donc évidemment, là, ça vous met dans une autre dimension par rapport à la gestion. Si vous avez, par exemple, X départements sociaux avec des hôpitaux, centres de santé, vous avez des écoles, vous avez des églises, vous avez des instituts bibliques, vous avez une télévision, vous avez une radio, vous avez ceci, vous voyez, un gros ministère, bah, là, vous avez une forme de gestion qui va être un peu différente. C'est-à-dire que là, tant qu'on n'a qu'une église ou un ou deux départements, on est obligé, je dirais, tout ce qui va être comité exécutif et association, c'est très proche. Ce sont des gens qui se voient tout le temps. Ils se voient à l'église, ils se voient à l'Institut biblique, ils se voient dans les médias, ils se voient peut-être dans différents trucs. Et puis, bon, ils sont là, ils vivent assez proches, ils sont dans une même ville, etc., etc. Mais quand vous commencez à avoir X églises ou X choses qui se répandent un peu partout dans un pays, ben là, il va falloir commencer à penser plus à délocaliser, entre guillemets, votre représentation légale. C'est-à-dire que souvent, la représentation légale, quand vous avez une église, bah, le bureau de l'église sert pour la représentation légale aussi. Vous voyez.
Bon, quand vous avez 20, 30 églises, vous ne pouvez pas avoir le bureau dans une des églises. C'est plus possible. D'abord, vous devez avoir un potentiel financier qui est beaucoup plus important. Donc à ce moment-là, vous commencez à avoir un bureau indépendant, entre guillemets, géographiquement, qui n'est plus dans l'église. Mais il va être dans un endroit et il va commencer à se développer. Vous allez avoir un staff. Au début, vous n'avez pas de staff pour une représentation légale. Ce sont des volontaires uniquement. Puis petit à petit, vous commencez à avoir du staff, parce qu'il vous faut de l'administration pour la représentation légale, parce qu'on commence à donner des directives sur les églises, on commence à donner des directives sur les hôpitaux, les machins, les trucs, etc. Il faut un endroit où on va écrire les projets, il faut, etc. Donc ça commence à être beaucoup plus compliqué. Donc là, vous créez une représentation légale. Et cette représentation légale, eh bien, vous pouvez aussi déterminer comment elle va vivre financièrement. Alors, elle peut vivre de façon différente. Vous pouvez, quand vous êtes bien développé, mettre un certain nombre de règles. Par exemple, chaque église peut financer à hauteur de X% la représentation légale. Ça revient vers la représentation légale. Si vous avez, je ne sais pas, un département, je ne sais pas, un hôpital où il y a des projets, à partir du moment où la représentation légale écrit le projet, eh bien, il y aura un certain pourcentage qui reviendra pour financer la représentation légale, etc., etc. Vous voyez, vous commencez à créer une sorte... Cette entité commence à prendre réellement forme indépendamment. Elle gère tout le reste, mais il faut que financièrement aussi, elle ait de quoi vivre. Il ne faut pas qu'elle soit obligée d'aller voir telle ou telle église ou tel département en disant nous on n'a rien au niveau de la représentation légale, il nous faut des bureaux, des machins, il faut qu'on construise quelque chose, il faut qu'on achète un terrain et qu'on construise un petit bâtiment ou qu'on loue, etc., etc. Il faut qu'on ait des véhicules, il faut que ceci, parce qu'on a besoin de circuler pour voir comment les choses fonctionnent, etc., etc. Oui, donc il y a un financement qui doit se créer petit à petit et ça se crée à partir de l'organisation. Donc vous êtes obligé, au bout d'un certain temps, de mettre un certain nombre de règles financières concernant cette gestion de la représentation légale. D'accord ? Et là, à ce moment-là, le visionnaire, lui, s'occupe souvent d'une église locale, d'une église mère, par exemple, mais en même temps, il va s'occuper de gérer cette représentation légale. Je vous rappelle qu'il n'est pas bon du tout que le visionnaire se sépare de la représentation légale. Ça, c'est vraiment mauvais. En tout cas, moi, je suis contre à 100% parce que cela crée énormément de problèmes. Vous avez une tête juridique et administrative et vous avez une tête spirituelle. Et parfois, si les deux têtes ne s'entendent pas, ça fait un joli monstre. Il y en a un qui va aller d'un côté, l'autre qui va aller de l'autre côté. Les décisions, c'est pas possible. On bloque, on ceci, on cela, et ça crée énormément de problèmes. Donc, c'est vraiment la chose à éviter. Mais d'un autre côté, quand vous avez un ministère qui s'étend, par exemple, vous avez une grosse église mère de, je sais pas, 5 000, 10 000, 20 000 personnes, il va falloir passer du temps dans la représentation légale aussi, ce qui n'est pas toujours amusant à faire, parce qu'on est obligé juridiquement de faire nos assemblées générales, de faire nos comités exécutifs, de faire etc., etc. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps, il faut le dire. Voilà pour ce cours.